Bien, bonjour à tous. Merci d'avoir répondu présent à cette invitation. Donc, un débat que nous organisons aujourd'hui sur l'Agrocampus 47 et le site du lycée Étienne Resta à Saint-Livrade-sur-Lot. Donc, c'est un débat qui est organisé dans le cadre du salon agricole, du salon d'agriculture de Nouvelle-Aquitaine de Bordeaux, donc qui commence dès samedi. Et au cours de cette semaine, il y a différents débats qui se tiennent dans des établissements d'enseignement agricole de Nouvelle-Aquitaine. On aura l'occasion d'y revenir. Donc, on a choisi ce thème aujourd'hui autour de l'innovation et la diversification en agriculture parce que on a la chance d'être au cœur d'un département qui est très dynamique sur ce plan-là, et on travaille avec des partenaires qui s'impliquent sur des nouvelles cultures, sur de l'innovation. Et voilà, ça nous tenait à cœur de leur donner la parole aussi aujourd'hui et de faire un moment d'échange autour de cette question. Je vais laisser peut-être André Chanfrault, le directeur de l'Agrocampus, présenter l'établissement et dire un mot d'accueil. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents aujourd'hui. Très rapidement, l'Agrocampus, c'est 1300 élèves apprentis répartis sur 4 sites, Villeréal, Tournès, Nérac et Sainte-Livrade, avec quelques spécificités. On a une formation d'ingénieur par la voie de l'apprentissage avec Bordeaux Sciences Agro. Actuellement, il y a 84 ingénieurs. Prochainement, nous ouvrons une licence professionnelle numérique en agriculture. Et puis, nous formons dans différents secteurs, ça sera dit aussi bien métier de l'agriculture, agroalimentaire, aménagement, service à la personne. Nous ouvrons également une formation aide-soignante dans quelques mois. Et puis, nous menons différentes expérimentations puisque nous avons des missions, en plus de la formation, qui concernent la coopération internationale, l'animation du territoire et l'expérimentation. Et vous verrez les innovations qui sont mises en œuvre au sein de l'établissement et notamment le travail avec différentes start-up. Merci André. Donc rapidement, pour vous donner, on va essayer de faire un moment d'échange qui va durer autour d'1h30. Donc le sujet va être introduit par Séverine Chastain de la Chambre d'agriculture du Lot-et-Garonne. Ensuite, on aura des élèves et des étudiants qui vont nous présenter leurs réflexions. Voilà, ils ont été confrontés à des démarches de diversification et d'innovation, donc ils nous feront part de leur retour et pour nourrir les échanges. Et ensuite, on passera à la table ronde avec les intervenants qui nous font le plaisir d'être là aujourd'hui. Donc, l'objectif de ce moment, ça va être de comprendre comment ces nouvelles cultures, ces nouvelles filières peuvent se déployer sur un territoire, comment les différents acteurs et les agriculteurs peuvent construire ensemble et mener à bien leurs projets de développement, et voilà, quels freins ils peuvent rencontrer, mais également quelles opportunités se présentent à eux et comment faire que tout le monde arrive à travailler ensemble. Donc, je vais laisser Séverine Chastain, donc, qui est conseillère agriculture biologique et biodiversité à la Chambre d'agriculture du Lot-et-Garonne, introduire et poser des éléments de compréhension pour le débat et pour les échanges qu'on aura par la suite. Donc, Séverine Chastain, qui nous fait le plaisir d'être disponible, mais qui ne pouvait pas être présente, donc on la retrouve par visio. Bonjour Séverine. Bonjour, j'espère que vous m'entendez. Normalement, on a bien révisé avant, donc tout est opérationnel. J'ai la lourde charge d'essayer de faire le panorama de notre beau département et de décrire un peu les contours de ces spécialisations et au final, pourquoi c'est une terre d'accueil dans les filières innovantes d'aujourd'hui.
Donc, le Lot-et-Garonne, c'est 70 productions différentes au minimum. Et tous les jours, presque, il y en a de nouvelles qui peuvent émerger. Nous avons aussi une histoire liée à l'agriculture biologique avec 15% de la SAU en agriculture biologique aujourd'hui et une trajectoire liée à l'agriculture bio qui existe depuis, j'allais dire, presque 50 ans, mais qui est vraiment en très forte dynamique depuis plus d'une quinzaine d'années. Le Lot-et-Garonne, c'est aussi des innovations en fait agricoles depuis les années 80 jusqu'à aujourd'hui, avec finalement un département qui a été précurseur dans les serres de tomates dans les années 80, et puis qui a été précurseur dans le développement de la fraisiculture. Et c'est aussi un département précurseur dans le développement de la noisette ou encore du kiwi. Et puis, plus récemment, on a vu des projets se développer autour de nouvelles cultures plus ou moins exotiques comme la baie de goji, le safran, la stevia, le houblon, les amandiers, la grenade ou encore le genévrier. Donc, ce qui est sûr, c'est que elle n'émerge pas ici par hasard. Le département, en fait, comporte plusieurs facteurs de réussite qui permettent, en fait, à des gens, à des agriculteurs, à des startups, à des coopératives de tester des choses, en fait, sur notre territoire. D'abord, on a une diversité de sols. Donc ça, c'est quand même un atout important qui va nous permettre d'avoir aussi bien des zones sableuses, des zones argilo-calcaires, des limons profonds, des sols plus calcaires côté du Lot. Et donc, du coup, on va de la truffe à la fraisiculture en passant par la tomate et toute une diversité de grandes cultures, allant même au chanvre, au lin, etc. Ensuite, on a une histoire en fait liée à l'utilisation de l'eau, l'usage de l'eau et le partage de l'eau. Donc, on a quand même beaucoup d'ASA localement, hein, des associations d'irrigants. On a également des lacs individuels qui sont régulièrement mis en place pour certaines filières, hein, en particulier la noisette, mais pas seulement, et puis des lacs aussi collectifs. Donc, cet accès à l'eau et cette diversité de sols, finalement, ça permet aussi d'avoir un panel de cultures très important. Et puis, on n'est pas loin du 45e parallèle, hein, on le sait, c'est un parallèle important sur lequel on a un climat favorable. Et on est finalement aussi influencé par le climat océanique qui nous apporte naturellement des eaux, des eaux de pluie et qui apporte aussi une certaine tempérance en hiver tout en ayant les jours de froid nécessaires pour nos arbres. Donc voilà, c'est vraiment un contexte pédoclimatique global qui est favorable. Et ensuite, on a des acteurs, Monsieur Chanfraud vient de le dire, hein, l'agrocampus 47 est vraiment très dynamique, il est sur 3 sites et il a toujours été avant-gardiste pour tester des choses comme la serre photovoltaïque, la plantation de houblon dont je pense qu'il parlera tout à l'heure. Mais on a aussi la chance d'avoir la station d'expérimentation Invegno, qui a travaillé des itinéraires techniques spécifiques. Ils ont travaillé fraises, framboises, baie de goji, stevia. Ils ont un pôle machinisme très important. On a également tout le pôle Agrinov côté Néraquet, en fait, qui également draine des synergies et de l'innovation. Et puis, on a une histoire de structuration des filières qui est très forte, avec quand même des associations d'envergure nationale qui sont portées au départ par un enthousiasme lot-et-garonnais, pour ne citer que
l'AOP fraise, l'AOP prune ou encore l'AOP noisette. Donc voilà, on est vraiment, on a aussi des hommes pour porter, je dirais, nos diversités culturelles. Et on a une histoire de réseau de metteurs en marché parce que la production sans l'accès au commerce, en fait, c'est toujours plus délicat. Et donc ça, en fait, on a la chance d'avoir des OP, des coopératives, des établissements privés, en fait, sur tout un tas de filières et d'avoir aussi des filières de transformation d'excellence, hein, quand même, avec des opérateurs reconnus au niveau national, voire international. Et du coup, ça donne de la valeur ajoutée sur le territoire et de la dynamique et de l'émulation. Donc, je dirais qu'on a une trajectoire et un état d'esprit lié à la production des cultures spéciales en Lot-et-Garonne qui repose aussi sur des producteurs qui sont proactifs. Ils ont quand même un esprit d'initiative et d'entreprendre qui permet de tester ces nouvelles cultures. Il faut avoir cet esprit aussi créatif, d'entreprise, de curiosité pour tester des choses et accepter des échecs en fait, hein, parce que sur ces nouvelles filières, il faut également accepter l'échec. Ils ont une bonne connaissance technique de leur sol, des itinéraires techniques qu'ils ont affinés. Donc du coup, c'est vrai que ça leur permet aussi de ne pas avoir peur, entre guillemets, de tester des choses et d'arrêter. Si ça ne marche pas, ben, c'est pas grave, on passe à autre chose, en fait. Donc, ces cultures innovantes qui, je dirais, apparaissent au fil du temps, sont des ressources, en fait, pour nos agriculteurs qui ont l'espoir que si elles fonctionnent, ben, ça leur apporte de la marge sur leur exploitation et ça permet finalement d'assurer la compétitivité globale de leur exploitation. On le sait, là aujourd'hui, on est sur un contexte plutôt favorable autour des céréales, mais le contexte est un peu moins bon, par exemple, sur la filière fruits et légumes. Et puis, il y a quelques années, la filière céréalière était vraiment en pas très bonne forme en Lot-et-Garonne. Donc, voilà, aller chercher des filières innovantes, des cultures spéciales, ben, ça permet aussi d'équilibrer des choses sur sa ferme. Donc, ça, c'est important de l'avoir en tête. Et puis, il faut aussi avoir raison de garder parce que se lancer dans une filière innovante, c'est prendre des risques. Et donc, il vaut mieux avoir une exploitation solide économiquement qui va pouvoir supporter un échec ou supporter un moindre potentiel que ce que l'agriculteur espérait sur cette nouvelle filière. Parce que c'est pas quand on est fragilisé que l'on peut prendre des risques en fait sur une nouvelle filière sur laquelle souvent on peut avoir des investissements de départ relativement importants, soit par des structures, soit parce que les plans sont chers, etc. Donc voilà, il faut faire attention, partir petit et avoir aussi à l'esprit que c'est donnant-gagnant, entre guillemets, on expérimente, on avance en marchant et on expérimente au fil de l'eau la filière de manière à ce qu'elle se construise et que l'itinéraire technique soit posé en fait pour les suivants. Et puis en conclusion, je dirais que les filières innovantes d'aujourd'hui, si elles marchent, ben, ce seront les filières d'excellence de demain pour le Lot-et-Garonne. Et donc, je leur souhaite vraiment d'aboutir du mieux qu'elles pourront et d'enthousiasmer nos producteurs. Voilà, j'en ai fini. Merci beaucoup, Séverine Chastain, pour ce panorama qui montre que ce qui fait la force aussi de ce département et son dynamisme, voilà, qui réussit à regrouper tous les acteurs pour innover, pour se diversifier. Est-ce que vous avez une question? Est-ce que vous souhaitez rebondir sur ce qui a été dit à l'instant?
pour Madame Chastain. Sinon, non. Sinon, on aura l'occasion d'y revenir dans la suite du débat. Merci beaucoup, Séverine. Merci à vous. Donc, je m'excuse par avance, hein, je vous avais prévenu, je ne peux pas rester parmi vous cet après-midi, mais je vous souhaite de bons débats et je prendrai le temps de regarder la TV sur le salon pour avoir la suite de vos échanges. Je vous souhaite une belle après-midi et je vous remercie pour cette invitation. À bientôt, au revoir. Merci, avec plaisir. Maintenant, je vais inviter des élèves, des étudiants qui sont en formation ici sur l'Agrocampus 47 à nous faire part de leurs expériences. On va accueillir d'abord 2 étudiants qui sont en BTS production horticole sur le CFA de Sainte-Livrade. Si vous voulez bien nous rejoindre. Donc l'idée, voilà, c'est de nous apporter votre vécu, vos expériences sur des situations que vous avez pu rencontrer, que ce soit pédagogiquement ou dans un cadre professionnel, et que ça nourrisse les échanges. Je vous laisse la parole. Donc bonjour à tous. Moi je m'appelle Sylvestre Maire. Je vais vous parler de mon maître d'apprentissage. Il s'appelle Arnaud Brougnon, il est à Haut-Villars, dans le Tarn-et-Garonne. Il a des productions qui sont représentatives de son territoire, comme le melon ou les grandes cultures céréalières. Néanmoins, il a voulu tester des choses et se démarquer, notamment en testant des grandes cultures bio, comme du blé bio ou du lin bio. Il est maraîcher, donc sa partie en maraîchage est bio depuis très longtemps, depuis plus de 15 ans, je crois. Voilà, il a voulu tester des grenades bio. Donc les grenades bio, comme il teste, justement, c'est compliqué de se faire conseiller. Il a des difficultés, notamment avec le gel. Donc il espère que ça s'améliorera, qu'il arrivera à contrer ces problèmes. Et voilà. Et notamment, pour les vendre, pas que les grenades, mais aussi ses légumes, il a mis en place un distributeur automatique de produits à une sortie d'autoroute. Et voilà, donc ça marche bien. Il a des producteurs partenaires, donc des producteurs du coin, comme des producteurs de miel, de sa sœur qui est fraisicultrice. Et voilà, ça marche bien. Voilà. Merci, Sylvestre. Oui, ok. Alors moi c'est Jérémy Zanuti. Mon père a une entreprise dans laquelle il fait de la fraise, de la framboise et des kiwis et de la prune. Alors c'est de la fraise hors sol et de la framboise pleine terre et hors sol également. Mais ici là je vais parler plutôt du kiwi parce que avant que ce soit mon père qui soit à la tête de l'entreprise, c'était mes grands-parents. Ils ont planté des kiwis verts il y a 30 ans. Et après, mon père s'est dit, déjà, il a agrandi les kiwis verts, la surface. Après, il s'est dit, pourquoi pas tester le kiwi jaune, sauf qu'il y en avait très très peu à ce moment-là. Donc, il en a parlé avec la coop et il s'est dit, ok, on va essayer. Et après, il a planté. Mais il a planté, il n'y avait personne. Et il y a eu la maladie, la bactériose, le PSA, qui maintenant est très connu, je pense. Et en fait, ça détruit l'arbre. Je ne peux pas produire. Donc, il y a eu plusieurs techniques et c'était pas connu. Donc, il fallait couper, faire repartir. Ça marchait pas souvent. Et il a décidé de couper les arbres, de surgreffer. Et après, ça allait mieux. Il y a eu une autre solution, c'était de couvrir le verger qui était déjà en pare-graines, mais là, c'était de couvrir sur la structure déjà existante, de monter entre guillemets, des serres sur les poteaux à la place des pare-graines. Alors, ça avait un certain coût, mais il s'est dit, on fait ça, sinon, il y aura
on n'aura pas beaucoup de kiwis jaunes et la récolte, elle n'est pas assurée. Il y a toujours la maladie qui est là, elle peut arriver à tout moment. Donc, il y a eu cette protection supplémentaire qui a coûté un certain nombre d'argent. Mais l'arbre a réagi différemment, il était plus précoce pour le gel, ça diminue, enfin ça protège plus. Mais on a été quand même surpris et il y a eu une petite gelée cette année qui a fait un petit peu de mal. Et là, on pense, c'est pas encore sûr, pourquoi pas faire 1 hectare de kiwi rouge. Par contre, le kiwi rouge, c'est obligatoire. Enfin, ça doit être obligatoirement sous serre, sinon c'est autant jeter les plants directement, quoi, à peu près. Parce qu'il est beaucoup plus sensible que le kiwi jaune. Du coup, voilà. Et l'entreprise se situe à Damazan, en sortie d'autoroute. Donc, si vous passez, vous la verrez très facilement. Bien, merci messieurs. Donc on le voit, des producteurs qui cherchent à expérimenter, à renouveler leur production, à se diversifier, et pas que sur le plan culturel ou technique, mais également par une voie de commercialisation. Mais des fois qui manquent d'accompagnement, ou en tout cas d'un accompagnement structuré pour les aider. Merci. Je vais inviter les prochains étudiants, et peut-être qu'après, on laissera la place pour un échange. Donc, j'invite 4 étudiantes qui sont en BTS Axe sur le lycée Armand Fallière à Nérac. Donc, Axe, c'est analyse, conduite et stratégie de l'exploitation agricole, qui vont nous faire part, effectivement, elles aussi, de leurs expériences et de leurs réflexions sur le sujet. Bonjour à tous. Dans le cadre de notre BTS, nous avons eu plusieurs fois l'opportunité de mettre en place des projets de diversification sur de nombreux supports différents. Tout d'abord, en début de deuxième année, on a pu mettre un projet en place sur l'exploitation du lycée en démarrant d'un diagnostic de durabilité IDA 4, où nous avons pu voir que l'exploitation pêchait au niveau biodiversité. On a donc travaillé par groupe de travail et on a pu chercher des projets. Avec mon groupe, on a eu l'idée de haies fruitières. On a fait du coup des recherches sur des sites internet pour savoir quel arbre il faudrait choisir, quelle production et comment seraient récoltés les fruits, à qui les vendre, etc. Nous avons pensé que ce serait bien de les vendre au self pour avoir des fruits les plus locaux possibles. Et nous avons fini ce projet en le discutant avec Julien Marty, le directeur de l'exploitation du lycée. Ensuite, on a été amené, dans le cadre de la semaine stratégique, donc, qui était un stage collectif, à analyser des entreprises agricoles, d'exploitation agricole, et par le biais de 2 outils différents, donc l'outil PRFEA et des outils de diagnostic de durabilité. Donc pour notre part, pour mon groupe, c'était le RAD. Nous en avons constaté que le volet qui pêchait, entre guillemets, c'était le volet économique. Et grâce à la collaboration des agriculteurs, à des entretiens, à une analyse plus profonde et plus poussée, on en a conclu que le réel problème, c'était l'instabilité du revenu, parce qu'il y a 2 mois, ils sont en élevage de chèvres, donc en période de tarissement, et il n'y a pas de revenus. Et donc du coup, suite à cela, nous avons proposé comme projet de diversification une diversification de modes de reproduction afin de combler les manques et donc du coup de stabiliser le revenu. Voilà. Ensuite, en cours de MIL diversification, alors le MIL c'est un module d'initiative locale, on a dû mettre en place un projet de diversification et d'innovation sur nos lieux de stage et en se basant sur le diagnostic HVE. Par la suite, si l'exploitation était favorable à la certification HVE, on mettait en place un projet pour maintenir, voire optimiser le niveau de l'exploitation. Et au contraire, si le diagnostic était défavorable, je vais prendre l'exemple de mon stage, j'ai dû mettre en place un projet d'amélioration assez concret, c'est-à-dire la plantation de pistachiers en agriculture biologique pour améliorer l'exploitation. Et aussi par la suite, peut-être dans plusieurs années,
être favorable à la certification HVE. Et donc, du coup, pour conclure le BTS, on a un rapport de stage à faire qui se base sur nos exploitations où on y passe 13 semaines sur les 2 ans. Et du coup, moi, par exemple, c'est une exploitation de polyculture élevage en agriculture biologique qui fait des mélanges et des associations de cultures, qui en fait maintenant depuis 15 ans. Et du coup, mon projet, c'était l'augmentation de la surface irrigable pour permettre une nouvelle culture de haricots qui utilise comme tuteur naturel le maïs. Et donc, du coup, c'est un projet qui est très basé sur l'agronomie et qui permet de favoriser la vente en circuit court de ces produits. Et donc, du coup, il améliore sa gamme de produits, il trouve plusieurs clients. Et du coup, ce sont des innovations qui ne sont pas basées du tout en France ni dans le sud-ouest au début, puisque le haricot maïs, ça vient de l'Amérique du Sud. Et du coup, mon maître de stage, il est très friand de tous ces nouveaux projets. Et du coup, il a décidé de mettre en place depuis 1 an maintenant du haricot maïs sur son exploitation. Bien, merci beaucoup pour ce témoignage. Est-ce que je vous invite à rester juste un petit moment. Est-ce que donc sur ces différents travaux, vous avez eu l'occasion de revenir vers vos structures ou les gens avec qui vous avez travaillé pour parler de ces propositions, faire un retour sur les recherches que vous aviez menées avec les différents interlocuteurs que vous avez pu avoir, donc professionnels? Par exemple, moi, pour la semaine stratégique, on doit faire un rendu synthétisé. On doit faire des grandes fiches et tout synthétiser, on doit leur rendre. Et donc, du coup, après, un échange. D'accord, voilà. ouais. Un retour sur le travail que vous menez et sur les possibilités que ça pourrait donner pour la suite. Très bien. Par rapport au rapport de stage, après, toute l'analyse qu'on fait, elle se base sur une analyse économique avec des budgets partiels et des plans de financement. Donc, on essaye de faire un projet le plus viable et le plus réel possible. Et du coup, quand on rend notre rapport de stage, s'il est bien fait, l'agriculteur peut se baser sur ce qu'on a fait pour avoir une idée de combien ça va lui coûter et combien ça pourra lui rapporter à la fin. Oui, pour qu'il ait le panorama complet et que vous puissiez discuter de ces éléments économiques, entre autres. Merci. Est-ce que dans la salle, il y a des questions sur ces témoignages, sur ces travaux? Oui. On va te passer un micro. Peut-être Sylvestre et Jérémy, peut-être si vous voulez revenir aussi. Merci, c'est pour la dernière personne qui a parlé. Voilà, je voulais connaître le nom de votre agriculteur, savoir où il était un peu. Alors, il s'appelle Monsieur Lignot et l'exploitation, elle se situe à Lannes, dans le Lot-et-Garonne, limite du Gers. D'accord, merci. Oui, juste, moi, c'était pour le grenadier. Enfin, voilà. Quelle est à l'origine de l'idée d'aller cultiver de la grenade? Parce que c'est, à ma connaissance, je ne sais pas s'il y en a beaucoup en France aujourd'hui. Et puis, quel est le marché? Quelle était la perspective? Et en plus, vous dites, effectivement, le gel, les conditions climatiques semblent un handicap assez lourd. Donc, pourquoi ça plutôt qu'autre chose, quoi? C'est ça qui m'interpelle dans le cheminement de votre maître de stage. Alors, déjà, quand on lui demande, à mon maître d'apprentissage, il dit que c'est un fruit qu'il aimait bien. Il aime bien ce fruit. Voilà, je pense que c'est important. voilà, déjà. Il s'est posé la question de base, je pense, pour ça. Il aime bien ce fruit et il s'est demandé s'il pouvait le faire chez lui. La personne qui l'a un peu qui l'a aidé à s'installer, il a pris exemple sur un gars qui est dans le sud de la France. Voilà, je sais plus précisément où. Je sais pas si c'est pas vers Nîmes ou Montpellier par là-bas. Et voilà, et comme lui il le faisait, il a essayé de faire comme lui. Mais c'est plus compliqué avec le gel et tout ça. Du coup, il a par exemple cette année, il a tout gelé. L'année dernière, il a tout gelé aussi. Alors
Voilà, donc en gros, il a essayé de faire de l'antigel, mais il n'a pas la... Et il continue à aimer le fruit quand même. Oui, il continue à aimer le fruit et dans son distributeur, il vend du jus de grenade de l'autre producteur de là-bas. Voilà. Mais je pense qu'il a essayé l'antigel par l'irrigation, par l'aspersion, et ça a marché mieux que les bougies antigel. Donc je pense que par exemple l'année prochaine, il va utiliser l'irrigation au lieu des bougies antigel et il essaye d'avancer comme ça. Voilà, il teste plusieurs choses et je pense qu'il a la volonté de s'en sortir, donc je pense qu'il y arrivera. Et, voilà. Et donc est-ce qu'il trouve un accompagnement ou des relais pour parler de ces questions-là ou... Je pense pas. Enfin, il regarde, je pense, sur Internet. Il n'y a personne autour de lui qui en fait. Genre, il est le seul, je pense, enfin, ou quasiment le seul dans toute la région. Donc, non, il essaye, il chemine vraiment tout seul, je pense. À part regarder sur Internet, où voilà, il n'y a pas de technicien, il n'y a pas de... Voilà. Ouais, pour l'instant, c'est un appui qui est à construire. Exactement. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres... Oui. Même question pour la pistache. Parce que c'était une culture assez innovante qui pouvait un peu permettre à mon maître de stage de se démarquer, et aussi parce que c'est une culture qui a une forte valeur ajoutée. Donc ça pouvait permettre d'améliorer la situation économique qui était déjà un peu instable, parce que c'est une exploitation viticole et voilà. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions? Non. Bon, je vous remercie pour ces témoignages, ces éclairages qui vont nourrir les réflexions et les échanges qu'on va avoir. On va maintenant... Oui, vous pouvez les applaudir. Merci d'avoir accepté de prendre la parole aujourd'hui. Ça peut être un peu intimidant, mais ça l'idée, c'est qu'on échange et qu'on apprenne tous quelque chose. On va maintenant passer à la table ronde. Donc, je vais inviter nos intervenants à nous rejoindre autour des pupitres. Alors, malheureusement, on a une intervenante qui n'a pas pu venir sur le lycée, donc qui sera en visio. Mais ça n'enlèvera rien à la qualité des échanges. Donc, j'invite Aymeric Cadalin. Donc, Aymeric Cadalin, vous êtes PDG de l'entreprise Fruits Gourmets depuis 2011, donc l'entreprise familiale qui a été fondée en 1992. Et vous êtes dans le même temps agriculteur, donc à Allemande-du-Drô. Vous êtes associé avec votre beau-frère sur ces deux activités. Donc, vous avez fondé la SCEA Gourmet Agricole en 2017. Donc, vous avez 49 hectares de surface, majoritairement des grandes cultures, un verger de 5 hectares de prunes dentes et 2 hectares de houblon depuis 2020. Et donc, au sein de Fruits Gourmets, vous transformez et conditionnez des fruits frais, secs et séchés pour des utilisations en entreprise agroalimentaire en France et à l'étranger. C'est une entreprise qui aujourd'hui compte 46 salariés, c'est ça? Et donc, vous êtes depuis 2021 également président de l'association Houblon de Terroir. On y reviendra, une toute jeune association. Est-ce que tout est dit? Très bien. Lucie Lebouteiller, vous êtes ingénieure agronome et vous avez cofondé Open Terre de Houblon en 2018, donc avec pour ambition de réimplanter une filière locale de houblon dans le Lot-et-Garonne et le Grand Sud-Ouest plus largement, en travaillant donc sur un houblon de terroir et en accompagnant les producteurs par un appui technique sur la transformation et également la commercialisation, puisque vous commercialisez leur houblon auprès de brasseurs artisans. Donc, vous êtes basé à la pépinière d'entreprise Agrinov, dont on a parlé tout à l'heure. Et donc, depuis 2018, vous travaillez avec le lycée de Sainte-Livrade et l'exploitation du lycée de Sainte-Livrade, puisque vous avez une parcelle de houblon expérimental qui fait aujourd'hui 2 hectares et sur laquelle sont testées une quinzaine de variétés.
Voilà, aujourd'hui, vous travaillez avec une dizaine de producteurs dans le Grand Sud-Ouest. Et Cécile Astoy, donc vous êtes docteur en biotechnologie, responsable recherche et développement filière à Oviatis, basé à Estillac, donc qui a été créé en 2013, avec là aussi l'ambition de réimplanter une filière agricole bio en Aquitaine, et vous avez débordé aussi sur le Grand Sud-Ouest, une filière de stevia, donc un produit sucrant pour remplacer le sucre. Donc avec l'ambition aussi de travailler sur des variétés adaptées au terroir, sur des procédés de transformation respectueux, et notamment une méthode de purification innovante qui est en cours de développement. Donc vous souhaitez aussi offrir des produits de qualité, santé, et donc 100% produits et transformés en France. Et aujourd'hui, vous travaillez également avec une dizaine d'agriculteurs en bio, et depuis 2019, vous êtes associé avec le lycée horticole de Tonins, donc les serres de Fazanis, pour la production et la multiplication de plants. Voilà. Je pense que tout est dit. Et il manque juste, c'est vrai que je n'avais pas donné le nom de l'association des producteurs de stevia qui s'appelle Sweetvia. Voilà, ils se sont regroupés pour fédérer cette nouvelle filière. Oui, on y reviendra. Et donc, Anne-Hélène Vialanex, qui est présente en visio. Bonjour Anne-Hélène. Merci d'être là malgré le planning compliqué. Donc vous êtes ingénieur agronome et œnologue, gérante de la distillerie du Grand Nez, qui a été fondée en 2019. Et vous êtes basé également à la pépinière Agrinov à Nérac. Donc vos objectifs, c'est vous travaillez pour une production locale, engagée, équitable et respectueuse de l'environnement, pour arriver à proposer un produit fini de grande qualité, qui, malgré son jeune âge, a déjà essuyé de nombreuses récompenses et reconnaissances. Et donc, depuis novembre 2020, vous avez mis en place avec le lycée agricole et l'exploitation du lycée agricole Armand Fallière à Nérac la première plantation bio de genévrier française. Voilà, pour commencer à relocaliser cette production. Oui, pardon, vous produisez du gin. Je ne l'ai pas mentionné, mais vous avez une gamme de production de gin. Et donc, vous travaillez sur le développement du genévrier, qui est l'ingrédient principal de la baie de genévrier pour la fabrication du gin. Merci à tous d'avoir accepté l'invitation. On va commencer peut-être... je vais vous demander d'exprimer, de nous expliquer la raison d'être de vos entreprises. Voilà, qu'est-ce qui vous motive à vous lever le matin? Qu'est-ce qui fait que vous avez voulu travailler sur ces dynamiques, sur le développement de ces filières? Lucie Le Bouteiller, peut-être. Non. C'est mieux là? C'est des questions qu'on s'est posées longtemps avec mon associée Fanny quand on est sorti des études d'agro. Et c'est vrai que cette raison d'être, on essaie de la retravailler tous les ans. Alors maintenant avec notre équipe. Et souvent, ce qui revient sur la table, c'est deux aspects. Un premier aspect, c'est une volonté de pouvoir avoir une juste rémunération des producteurs et de développer des filières de qualité en France. Et en fait, l'entreprise aurait pu aussi prendre une autre direction et de pouvoir fournir les artisans brasseurs du houblon local. Et par rapport à vraiment comment on fonctionne aujourd'hui, notre vraie raison d'être et ce qui nous motive tous les matins, Fanny et moi, c'est de vraiment pouvoir avoir cette juste rémunération, de pouvoir accompagner des producteurs dans leur diversification. Et au final, le houblon, même si on est passionné, mais pour nous est un outil de ce développement agricole et n'est pas une fin en soi. Et du coup, comment on le fait, ce n'est pas le pourquoi. Le pourquoi, c'est vraiment cette raison d'être là, de pouvoir avoir cette juste rémunération aux producteurs et d'avoir eu un impact fort sur les filières. Comment on le fait? On s'appuie sur un marché dynamique qui est le secteur de la brasserie artisanale et cette production, cette filière agricole qui est le houblon. Merci. Cécile Astoy.
Vous m'entendez? Oui, c'est bon. De mon côté, je vais porter un peu le message parce que l'idée vient du gérant de la société Oviatis avec les deux co-gérants, Philippe Boutier et Pierre Janot. Philippe Boutier, issu du monde de la commercialisation du sucre, et Pierre Janot, un transformateur des plantes aromatiques, qui se sont rencontrés et avaient envie de, l'un, pouvoir avoir à disposition de la feuille de stevia, donc diminuer finalement le sucre dans ses recettes, et le second, fils d'agriculteur, avait envie de, déjà, avec les constats des effets néfastes sur la santé du sucre, pouvoir proposer autre chose, un autre produit pour le consommateur, et à la fois le côté agriculture l'a amené à se dire j'ai envie de proposer, d'essayer cette culture dans le Lot-et-Garonne, d'où je viens. Et on va dire que l'idée est née comme ça, et toutes les personnes qui nous ont rejoints dans ce projet, dans cette filière, tous les partenaires, finalement, sont sensibles à cette dynamique de proposer d'autres produits plus sains, de consommer mieux, valoriser notre territoire, du 100% français. Je pense que c'est les principales raisons qui font qu'on se retrouve tous à travailler dans cette filière Stevia Bio. Et c'est le message qui est véhiculé et qui amène des agriculteurs aussi qui ont envie de se diversifier, d'avoir on va dire, pas une raison supplémentaire pour cultiver une nouvelle culture, mais ils sont touchés par les possibilités que pourrait offrir cette plante à destination des consommateurs. Merci. Anne-Hélène Vialanex, la raison d'être de la distillerie du Grand Nez. Alors, la raison d'être de la distillerie du Grand Nez, c'est tout d'abord en fait de donner du plaisir, de concevoir des produits avec une transparence sur les approvisionnements et sur la conception même de nos spiritueux. Et surtout, étant implanté dans le Lot-et-Garonne, c'est de s'appuyer sur la diversité agricole et la richesse agricole qu'on peut avoir en Lot-et-Garonne. Et bien sûr de s'appuyer, parce qu'on est tout en biologie, c'est de s'appuyer justement sur des cultures qui ont... on a aussi quand même un grand volet environnemental qui nous impacte fortement. Et donc, c'est là-dessus qu'on essaie de... Je ne suis pas très claire dans les propos, mais qu'on essaie de développer toutes nos gammes de produits et également nos dérivés associés qui sont notamment la culture de genévrier, qui n'est pas simplement du fait d'être l'ingrédient majeur du gin, mais c'est également parce que c'est, on verra par la suite, une culture qui semble être en adéquation avec les changements climatiques et surtout voilà, on en parlera après. Merci. Si, c'était clair. Pas de problème. Aymeric Cadalin. Nous sommes devenus houblonniers parce qu'on aime innover. Je crois que c'est aussi l'ADN, nous, de Michael Bess et moi-même, du coup, qui sommes devenus dirigeants de cette société Fruits Gourmets. L'ancien dirigeant, mon père, a été toujours dans cette source d'innovation. Pour pouvoir exister, il a été obligé d'innover. Et je crois que c'est ancré dans notre ADN. Et c'est ce qu'on a voulu aussi retranscrire en devenant agriculteur, en devenant houblonnier. Et de l'agriculture et de devenir houblonnier, c'est donc de choisir aussi une culture qui est innovante. Dans un pays qui n'était pas du tout habitué à ce genre de culture. Et je crois que c'est l'une des raisons principales qui nous a beaucoup intéressés à réfléchir et à pousser un peu cette réflexion d'implantation de houblon dans le sud-ouest, enfin, plus particulièrement dans le Lot-et-Garonne, effectivement. Et quelle a été l'importance pour vous justement d'aller vers cette diversification ? Lorsqu'on a créé plutôt la société, la SCEA Gourmet Agricole, on se retrouvait finalement avec une culture, de grande culture, avec un équipement qui n'était pas très bien adapté,
Le houblon nous a paru être une culture qui était en adéquation avec ce qu'on voulait en faire. Finalement, c'est une culture dans laquelle nous voulions y mettre nos mains. Voilà, c'est ça qui nous intéressait beaucoup, et de pouvoir adapter aussi ce cycle d'innovation que nous adaptons sur Fruits Gourmets, de pouvoir le retranscrire également sur le houblon. Très bien, merci. Et je voulais savoir comment est-ce que vous aviez envisagé la construction de ces filières qui sont des filières de niche finalement, et quel a été votre cheminement à toutes les trois? Donc Cécile peut-être. Alors, la filière, elle est née... finalement, j'ai envie de dire un petit peu en 2 étapes. C'est-à-dire que l'idée de base, c'était la diversification. Donc, savoir si on pouvait amener la culture de stevia sur le secteur. Donc, c'est passé par aller voir les personnes compétentes pour tester ces choses-là, dont les stations d'expérimentation. Nous, on a travaillé avec Invenio, qui a testé différents itinéraires culturels pour le rendre possible. Donc, les premières années du projet, ça a été... construire un itinéraire culturel qui tient la route pour les agriculteurs. Et en fait, petit à petit, pendant toutes ces années-là, il y a eu la question de « Ok, mais si on veut la valoriser complètement sur notre territoire, il va falloir savoir la transformer et la commercialiser. » Et c'est comme ça qu'est né Oviatis, qui porte cette casquette d'acheteur et transformateur de la feuille. Donc ça s'est construit en 2 étapes, à chaque fois accompagné de partenaires qui portent les compétences. Parce que pour l'amont, on est accompagné aussi de l'INRAE, qui nous permet de travailler sur le matériel végétal, Invenio sur l'itinéraire culturel, les chambres d'agriculture, parce que ce sont eux les relais, et qui nous conseillent énormément. Et sur la partie amont, ça va être des industriels agroalimentaires qui savent déjà faire de l'extraction, qui savent déjà faire de la formulation ou de la purification. Voilà, on a avancé en 2 étapes. D'abord la culture et après la transformation. Alors nous, on a commencé, on était 2 filles déjà, et on avait 25 ans, donc autant dire que c'était pas gagné. Par contre, je pense qu'on avait une bonne visibilité, enfin une bonne vision, et en fait cette envie du coup d'avoir une action forte dans le secteur agricole, et avec un marché qui était hyper porteur et qui était en plein boom en 2017. Et en fait, on a pris un peu notre bâton de pèlerin, et on a essayé de discuter avec les professionnels et avec les acteurs du territoire de notre idée. On a concentré les 3 premières années vraiment toute notre énergie à la mise en place de la culture, vraiment à l'amont. Il n'existait pas de technicien houblon, il n'existait pas de machinisme adapté à la diversification sur du houblon, parce que nous, on est sur des parcelles de 3 à 5 hectares, donc on est sur des petites parcelles par rapport à ce qui existe en Europe. Donc toute la question du machinisme était hyper importante. Il existait l'INRA, alors l'INRA ne travaillait plus sur le houblon depuis 1950, je crois. Et enfin vraiment, il y avait tout à reconstruire, et en fait, il y avait toutes ces problématiques qui construisent aujourd'hui les filières qu'il fallait recréer. Et du coup, on a rencontré les professionnels. Donc, on s'est d'abord formé, nous, à la culture en travaillant, en voyageant dans différents pays, en travaillant chez des houblonniers pour comprendre un peu quels étaient les enjeux de chaque filière dans chaque pays, pour voir par rapport à nous, ce qu'on connaissait du territoire du Lot-et-Garonne, comment on allait pouvoir créer la filière. Et en fait, on s'est vite rendu compte qu'un agriculteur, pour le convaincre, il fallait qu'il puisse voir à quoi ça ressemblait, quel était l'investissement, quelles étaient toutes les problématiques liées à la culture et combien ça allait rapporter. Et du coup, on a rencontré notamment le lycée agricole, qui nous a permis de créer un partenariat européen un partenariat financé par l'Europe et avec plusieurs partenaires autour du projet, et qui nous a permis de monter une première parcelle expérimentale. Et cette première parcelle, ça a été vraiment le démarrage de la filière. En parallèle, je crois qu'à la même époque, on devait recevoir des prix de concours, notamment remis par
Dominique Gracier et Bruno Millet en 2018 ou 2019. Et là, on s'est dit, OK, bon, si il y a autant de personnes qui croient en nous, c'est peut-être qu'on n'est peut-être pas sur le mauvais filon. Donc, on a continué. Et après, au final, on n'a pas du tout été... Enfin, c'est-à-dire que dès qu'on parlait à un agriculteur, comme on parlait, je pense, on rentrait par la technique, on avait des bons retours à chaque fois et je pense qu'on a inspiré confiance par notre vision et par ce marché qui était porteur. Et clairement, sans l'aval de la filière, on n'aurait pas pu monter ce qu'on a monté là. Donc ça a été la mise en place de cette première parcelle d'expérimentation. Puis après, faire énormément de communication aux producteurs, donc faire des journées portes ouvertes, faire des formations, avec le CFPPA du 47, essayer de diffuser le plus largement possible la culture et petit à petit convaincre un producteur, 2 producteurs, 3 producteurs à la mise en place de ces parcelles. Et on arrivait, je pense, à les convaincre, peut-être Émeric en sera témoin, parce qu'effectivement, il y avait déjà une structuration qui était faite, réfléchir à la mécanisation, réfléchir à l'approvisionnement des plants. Donc on travaillait depuis 2018 avec une pépinière en local pour remultiplier les plants. Et petit à petit, voilà, on a réglé toutes les problématiques et tous les verrous à l'entrée qui existaient sur l'accompagnement technique. On a formé un technicien agricole, on a bossé sur la recherche avec Bordeaux Sciences Agro et voilà. Et aujourd'hui, donc 4 ans après, la filière vraiment amont se met en place et là on se rend compte qu'il faut qu'on passe beaucoup plus d'énergie sur l'aval, donc sur la qualification du produit fini, sur la qualité, sur problématiques de transformation, d'ensachage. Enfin voilà, c'est des choses qui aujourd'hui on implique nos agriculteurs aussi sur ces questions-là. Et on rentre vraiment sur 2020, enfin la saison récolte 2021 sur cette vraiment démarrage de l'activité commerciale à plus grande échelle, parce que jusqu'à là on faisait quand même des volumes qui étaient très faibles. Donc voilà un peu le parcours. Merci. Et Anne-Hélène Vialanex, vous qui justement pour l'instant êtes plus sur la partie aval, avec une partie amont qui devrait se développer. Aujourd'hui, c'est un de vos gros objectifs, mais aujourd'hui, c'est encore au balbutiement. Sur ces filières de niche, justement, comment on convainc, comment on attire, comment on s'entoure de partenaires et on arrive à travailler avec des gens à fédérer autour de notre projet? Alors, j'avoue que, bon, comme vous le disiez, nous, on est vraiment sur une phase de démarrage, dans le sens où le mot filière est encore un grand mot pour ce qu'on a commencé à faire. Honnêtement, ça a été plus des rencontres et de bonnes rencontres, notamment, c'est vrai que notre installation au sein de la pépinière Agrinov nous a permis de nous rapprocher rapidement d'acteurs dans le secteur agricole et notamment surtout notre partenaire à l'heure actuelle qui est le lycée agricole Armand Fallière. Et c'est vrai que dès le démarrage, en fait, j'ai été mise en contact avec Julien Marty, le directeur d'exploitation agricole, qui a tout de suite adhéré dans cette idée de diversifier la culture, l'exploitation du lycée agricole en biologique et sur une culture un peu particulière et notamment sur des parcelles qui ne sont pas forcément d'intérêt agronomique intéressantes pour les cultures qu'ils ont à l'heure actuelle sur l'ensemble de l'exploitation. Donc c'est plus né en fait comme ça, ce démarrage. Et puis nous, pourquoi la baie de Genièvre? C'est aussi, comme je dis, forcément en faisant du gin, on a besoin de baie de Genièvre. Il faut savoir que la baie de Genièvre vient biologique, il n'en existe pas en France. Et que pourtant, pour avoir du gin bio, on est obligé d'avoir une certification en bio. Donc, fourni en Bosnie. La grosse production est faite en Bosnie. Et c'est vrai qu'en regardant autour de nous, on a pu voir qu'on avait des plants de genévrier un peu partout. Et on s'est dit, c'est quand même un petit peu... c'est stupide d'aller se sourcer sur d'autres ingrédients majeurs à l'export, alors qu'on l'a ici, tout près de nous, et qu'on ne peut pas le cueillir parce qu'on n'aura pas la certification. Et bon, derrière tout ça, forcément, une création d'une culture, c'est pas uniquement planter
Il faut chercher tous les outils qui vont être nécessaires pour mener cette façon comme une culture, comme une autre culture. Donc c'est vrai qu'on s'est appuyé beaucoup sur mes antécédents qui étaient voilà, plutôt le côté viticole et l'orientation de cette plantation comme une culture comme une plantation de vigne pour après aller utiliser des outils existants et pour voilà, parce qu'on sait, enfin, je connais un petit peu aussi les problématiques de l'exploitant qui sur une culture qui est pas forcément qui est une culture de niche. L'investissement doit être à minima. Voilà. Oui. Merci. Et Aymeric Cadalin, est-ce que c'est cet accompagnement dont on a parlé qui vous a rassuré, qui vous a aidé à vous tourner vers le houblon? C'est ce qui a permis de sauter le pas. Le fait que Lucie et Fanny nous présentent un dossier complet, mature, qu'elles puissent nous présenter une parcelle qui existait, avec des techniques qu'elles étaient en capacité de reproduire, nous a permis d'être complètement convaincus que l'amont était déjà maîtrisé, sur lequel on pouvait nous s'en inspirer, voire copier, voire conseiller. Voilà. Donc ça, effectivement, en termes de projet, je crois qu'on ne se serait jamais lancé sans elle. Pour être honnête, c'est une culture qui est très intéressante, mais qui est très complexe. Du coup, et d'avoir une société comme Open qui nous accompagne est un grand avantage. Oui, et on l'a vu d'ailleurs dans le témoignage des étudiants. Aujourd'hui, il y a des dynamiques qui peut-être sont freinées dans leur développement parce que justement, elles souffrent d'un manque d'accompagnement. Et Cécile Astoy, comment on travaille avec les agriculteurs, comment on les accompagne, comment on construit des relations avec eux, quelles sont les manières d'avancer ensemble? Ouais. Alors moi, du coup, je l'ai découvert par l'expérience, parce que comme tu l'as dit, je viens du monde de la biotechnologie, donc plutôt de l'amélioration variétale. Donc en fait, c'est moi qui ai évalué tout le matériel végétal dans le cadre de ma thèse, parmi lesquels on a pu les sélectionner pour le dire aux agriculteurs, bon bah c'est ok, on l'a testé en expérimentation, il y a ceux-là qui fonctionnent relativement bien, on va partir là-dessus et pas sur les autres. Donc j'ai été, on va dire, la personne la plus adaptée pour leur présenter véritablement ce matériel végétal. Donc au final, on a appris ensemble parce que je ne connaissais pas le suivi d'agriculteurs. Donc je l'ai découvert et appris avec eux et moi je leur ai transmis ce que je savais sur la stevia. Donc je dirais que ça se construit, en tout cas pour ma part, je l'ai vécu de cette manière-là, de façon très honnête avec les agriculteurs, de savoir dire je connais ça, par contre ça c'est ton domaine de compétence. Voilà, par mon domaine, par mes compétences, vous savez que la mécanisation ça va pas être ma spécialité par exemple. Donc je vais pouvoir relayer le message des autres qui ont réussi, trouvé des astuces. Mais voilà, ça a été de se dire en toute honnêteté, moi je connais ça, toi c'est ça, on met en commun et on diffuse après l'information aux autres. Donc ça a été de construire une relation de confiance et d'essayer de rendre plus facile la communication entre eux. Il y a eu la chambre qui m'a beaucoup aidé à faire des tours de plaine, des réunions bout de champ. Voilà, il y a eu toutes ces idées-là aussi qui ont permis de créer cet accompagnement auprès des agriculteurs. Et est-ce que, puisque donc là on est autour de démarches donc innovantes et finalement d'expérimentation, c'est aussi des choses que vous testez tous les jours, où vous n'avez pas forcément des résultats sur tout ce qui va se passer. Est-ce que justement c'est comme ça qu'on gère ces changements d'échelle, finalement à chaque fois que le projet évolue, qu'on le travaille avec les différents interlocuteurs? Du coup, je peux répondre. Bah oui, il y a eu. On sent vraiment à chaque changement d'échelle, il y a de nouvelles contraintes problématiques. Je ne sais pas si c'est les termes exacts, mais de nouvelles choses à prendre en considération pour continuer la progression. Il y a le passage entre l'expérimentation et le plein champ qui a un sacré bond en avant. Donc, je félicite les agriculteurs qui se lancent les premiers quand même, et dont la note qui est Aurélie Barada, maintenant présidente de l'association, qui elle s'est lancée et c'est elle qui est devenue la référente Stevia. Et ensuite, une fois qu'on commence à avoir un petit peu de surface,
on va arriver sur des contraintes de logistique filière, ou en tout cas réfléchir à comment on va réfléchir toute cette logistique. Et puis, je crois que c'est dans l'air du temps, il y a aussi tout l'aspect environnemental. Donc, il faut aussi qu'on arrive à penser au fait qu'on est en plein changement climatique, qu'on est sur une nouvelle culture, qu'on ne sait pas encore peut-être comment elle va réagir. On découvre de nouvelles contraintes sur l'itinéraire culturel qui sont dues au fait qu'on démultiplie les espaces de production. Ça peut être de nouveaux ravageurs, voilà, plein de choses comme ça. Donc, à chaque changement d'échelle, je pense qu'il y a à savoir, il faudrait presque réussir à trouver chaque personne qui pourrait nous aider à chaque étape. Ouais. Et donc, on l'a évoqué, vous, aujourd'hui, votre cœur de métier dans la construction de ces filières, c'est aussi de réussir à faire communiquer l'amont et l'aval. Et finalement, parce que certains, vous partez plutôt de l'amont, d'autres plutôt de l'aval. Et Lucie Le Boutillier, comment on orchestre ça, justement, cette communication entre tous les pans de la filière? Nous, on avait au démarrage un profil type d'agriculteur qu'on souhaitait accompagner, et on avait une offre aussi d'accompagnement qui était ciblée vers un type d'exploitation assez particulière. Aujourd'hui, on accompagne des agriculteurs qui sont sur de la diversification. J'ai, je pense, 80% de mes producteurs qui sont sur des exploitations qui sont déjà existantes, et en fait, c'est soit la femme qui s'installe avec son mari, soit le fils qui s'installe sur l'exploitation, qui justifie du coup d'un nouvel atelier, mais qui ont déjà d'autres cultures, 2, 3, 4 autres cultures sur place. Et du coup, en fait, ce temps-là, ils souhaitent aller sur des cultures à plus haute valeur ajoutée, rémunératrices, mais ils n'ont pas forcément la volonté de commercialiser, en tout cas tout en partie, leur production. Ça les intéresse de voir que le brasseur du coin a brassé avec leur houblon. Mais aujourd'hui, on essaye vraiment de travailler sur cette image de marque, de qualité, qui, je pense, fera que la filière de nos producteurs sera plus forte demain auprès de nos clients qui sont les brasseurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut proposer, grâce à un producteur, il va produire 3-4 variétés de houblon maximum. Un brasseur, il en utilise entre 15 et 20 variétés de houblon dans toutes ses recettes. Donc aujourd'hui, en accompagnant plusieurs producteurs sur des territoires différents, déjà, on permet de diminuer le risque climatique, mais aussi de pouvoir proposer un panier beaucoup plus complet à notre client final. Et du coup, on arrive petit à petit à connecter le besoin de nos clients avec les plantations qu'on fait chez nos producteurs. Là, on est sur des logiques, par exemple, d'agrandissement chez des producteurs qui se sont installés. Et du coup, l'objectif, c'est d'arriver à vraiment comprendre sur ces agrandissements, quelle nouvelle variété on va mettre, est-ce qu'on continue sur cette variété-là, et on connecte du coup la demande du marché avec l'amont. Et après, mais je pense qu'Aymeric serait plus à même de répondre, mais sur la partie vraiment à plusieurs, on est plus fort. La création de l'association a bien montré ces dynamiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un technicien qui accompagne nos producteurs, mais on voit qu'en fait, il y a énormément d'échanges qui se font entre producteurs directement et plein de petites techniques qui se partagent entre nos producteurs. Et sur la question de l'aval aussi, c'est avec nos producteurs qu'on travaille la transformation, le conditionnement. On a créé un petit groupe de 2 agriculteurs et nous pour travailler sur quel conditionnement on va proposer à nos producteurs et sur d'autres entreprises aussi locales, notamment l'entreprise de Aymeric, qui nous permet de ne pas partir de zéro et déjà de créer sur de l'existant. Mais je pense que, Aymeric, tu pourras en parler. Pour prendre la suite du coup de Lucie, à l'initiative de Open, l'association Houblon de terroir du coup a été créée, qui ne réunit que des producteurs de houblon. L'idée, c'est effectivement de pouvoir échanger sur des techniques soit locales finalement, soit importées des régions traditionnelles de culture du houblon. Donc effectivement, il y a eu énormément de foisonnement sur des nouvelles techniques, des nouvelles façons de faire qui sont aussi en rapport avec nos différents patrimoines agricoles.
Ça nous a permis également effectivement de nous fédérer, de pouvoir proposer du coup à Open un plus large catalogue de houblons. Donc effectivement, en étant plusieurs, on est plus fort, on est beaucoup plus. C'est ce qui nous a permis aussi d'être beaucoup plus structurés. On a créé, grâce à cette association, une filière d'achat de produits en commun, du matériel qui revient chaque année, qui est le fil de coco que l'on voit sur la parcelle qui est à Sainte-Livrade notamment. Donc ça nous permet de se nourrir d'échanges et de nouvelles techniques. Ça, c'est pour la première partie. Pour la deuxième également, donc pour l'aspect aval du coup, dont parlait Lucie, le fait que dans les pools de producteurs que Open a convaincu, il y a certains qui avaient du coup une autre activité, qui sont donc finalement devenus des néo-houblonniers, mais qui utilisent du coup la structure de leur première activité, qui permet de mieux structurer la partie commerciale de Open. Donc là, dans cette partie-là, c'est la société Frigourmet du coup qui a pris le relais parce qu'elle a déjà un maillage logistique, par exemple. Donc ça a permis de faciliter tout ce qui était envoi auprès de brasseurs, de pouvoir faciliter ce système d'échange. On a également du coup des chambres froides qui permettent de stocker de manière saisonnière aussi les cultures produites par Houblon de terroir pour Open, et qui a permis également de pouvoir, puisqu'on est sur une culture avec une transformation saisonnière, de pouvoir créer des équipes de production. Voilà. Et donc ça aussi, c'est tout l'intérêt de pouvoir foisonner comme ça, c'est qu'on peut s'appuyer sur les avancées de chacun en vue d'une culture donnée. Et Cécile, c'est ce qu'on évoquait aussi, ce que vous me disiez au préalable de ce débat, le fait d'avoir depuis quelques années une filière structurée, donc avec l'amont et l'aval, du producteur jusqu'au produit fini, d'avoir des partenaires structurés, ça rassure aussi et ça invite peut-être plus de gens à se lancer, à sauter le pas. Oui, je pense que c'est une force d'être des filières quand on arrive à construire de l'amont à l'aval. Je pense que chaque acteur se dit, voit quelles vont être toutes les personnes qui vont participer, qui vont valoriser son produit ou qui sont leurs fournisseurs. Je pense que c'est rassurant et que c'est une force aussi pour offrir de la diversification aux agriculteurs. Je pense que c'est rassurant pour eux. Enfin, en tout cas, ça a été le cas pour les nôtres. Ils sont contents de savoir. Ils nous demandent voilà, qu'est-ce que vous créez comme produit. Ils sont intéressés par ce qu'on en fait. Ouais. Oui, effectivement. Bon, j'ai encore plein de questions, mais le temps passe. Peut-être juste, on l'a évoqué rapidement, mais j'aimerais parler rapidement des enjeux autour de ces nouvelles cultures, de ces nouvelles filières. Et peut-être Anne-Hélène, via l'annexe, quels sont les critères qui peuvent faire qu'on se tourne vers telle ou telle culture et finalement, est-ce que l'innovation, elle est uniquement technique ou technologique? Alors, je pense que qu'on se tourne. Pardon, excusez-moi, j'étais pas trop dans le. Oui, juste, je pense que par rapport enfin, pour nous et pour d'autres, je pense que l'intérêt de se tourner vers l'une ou l'autre des filières, c'est surtout, il faut qu'il y ait un intérêt économique derrière, c'est bien clair, et aussi face à. Enfin, moi, je pense qu'il est très important de prendre en compte, et je ne suis pas la seule, tous les changements climatiques qu'on peut vivre à l'heure actuelle, et notamment aussi les changements radicaux qu'on doit, que nous devons rapidement mettre en place parce qu'on a pu voir qu'il était indispensable que rapidement on a un changement au niveau de notre mode de production et notre mode de consommation aussi. Et c'est notamment par le développement de certaines filières qu'on peut donner de nouvelles sources de revenus aux producteurs qui se verront peut-être plus limités, je pense, sur d'autres cultures qui seront trop impactées par tous ces changements climatiques qu'on est en train de vivre. Voilà, donc c'est un peu un des volets pour nous de la baie de Genévrier.
en sachant que on ne se nourrit pas de baie de Genièvre, hein, mais elle est intéressante, non pas que pour le gin, mais également pour toute l'industrie pharmaceutique qui en utilise énormément, et également dans toute la partie épices, condiments et autres. Est-ce que c'est comme ça qu'on accroche peut-être des jeunes ou des nouveaux partenaires autour de ces enjeux qui sont sociétaux aujourd'hui? Moi, je pense que c'est à nous de surtout leur montrer qu'il est indispensable dès maintenant d'agir, en fait, que c'est pas d'attendre, de pas se laisser bercer par ce qu'on peut, par nos quotidiens et notre... je suis désolée, j'ai un peu du mal à exprimer parce que j'ai eu une grande journée de distillation hier et j'avoue que le lendemain, sont toujours très compliqués. Donc, je ne suis pas très claire dans mes propos, mais je pense on a la chance d'avoir autour de nous beaucoup d'établissements de formation et qui sont là justement pour pouvoir montrer à nos futurs producteurs qu'il est indispensable de trouver certains itinéraires techniques pour pouvoir pallier à des conditions qui seront rapidement à changer. Je suis désolée, je suis vraiment pas claire dans ce que je raconte aujourd'hui. Ça va, mais nous rappelons que l'alcool est à consommer avec modération. C'est l'horreur. Non, je plaisante bien sûr. Lucie Lebouté, est-ce que l'innovation justement, elle est uniquement technologique? Aujourd'hui, je pense que la plupart des gens qui ont cette image en tête de la start-up dans l'agricole aujourd'hui, c'est soit une application qui va aider le producteur à optimiser sa culture, ou un drone, ou un robot qui va permettre de désherber. Et en fait, effectivement, l'innovation aujourd'hui, dans comment on la communique, elle est très tournée sur la technologie. Et on parle peu d'innovation de modèle économique, vraiment. C'est-à-dire on parle pas de filière. Et c'est souvent ce qu'on nous a renvoyé. C'est-à-dire que, ok, vous êtes un peu agroalimentaire, vous êtes un peu agricole, vous innovez un peu dans le secteur agricole parce que vous faites un peu de R&D. Et vous n'êtes pas une start-up parce que vous ne faites pas 1 million de chiffre d'affaires à 2 ans. Bon. mais cette innovation, on l'avait vraiment... Effectivement, une filière de houblon, il en existe en Alsace. Et il n'y a pas... il n'y a pas plus d'innovation que ça à créer une filière de houblon. Mais nous, pour reprendre notre raison d'être, comme j'en parlais au début, c'était vraiment de pouvoir... avoir cette transparence sur le modèle sur la rémunération du producteur et sur la transparence sur toute la chaîne de valeur. Et aujourd'hui, je pense que la plus grande innovation qu'on a, même si elle est à travailler et à bien construire, elle est dans notre mode de commercialisation. Aujourd'hui, on contractualise avec les producteurs sur plusieurs années et notre rémunération, elle est faite en fonction de ce qu'on vend au client final qui est le brasseur. C'est-à-dire qu'on ne fait pas d'achat-revente des cultures, on va prendre une commission sur tout ce qu'on vend pour le compte du producteur. Donc plus on va vendre cher, plus nous on se rémunère, mais plus le producteur est rémunéré aussi. Et c'est-à-dire que le producteur, il sait très bien à qui il vend, il sait très bien combien il vend. Et au final, on arrive à être, on va dire, à la portée entre de la vente directe et le modèle coopératif qu'on connaît, en répartissant la valeur ajoutée au sein des filières. Et pour moi, l'innovation, en tout cas dans notre entreprise, elle est là, et c'est dommage parce que c'est souvent des choses dont on parle très peu quand on parle de start-up dans le secteur agricole. Merci. Est-ce que vous voulez ajouter un dernier mot ou rebondir sur ça? Sinon, on va laisser la parole à la salle. Si vous avez des questions, s'il y a des choses qui vous ont fait réfléchir, j'arrive. Oui, en ce qui concerne la stevia, par exemple, c'est vrai que c'est un petit peu comme la grenade, ce n'est pas une culture qui est originaire tout à fait de nos latitudes. Donc j'imagine que pour être compétitif
hein, par rapport à la production des pays d'origine. Alors, je suis candide, hein, mais s'agissant, on peut l'imaginer, d'un ingrédient de l'agro-industrie, hein, comment, c'est vrai, créer cette valeur ajoutée, c'est peut-être pas évident. C'est une très très bonne question, parce qu'effectivement, enfin, comme on pourrait le penser, la stevia, elle vient du Paraguay, Amérique du Sud. Et en fait, les principaux producteurs au niveau mondial, ce sont les Chinois. Et c'est vrai qu'être compétitif face à la Chine, faut vraiment y réfléchir. Et nous, la compétitivité, finalement, ça a été l'agriculture bio française et la filière bio française, parce qu'une agriculture de qualité. Vous m'avez entendu bien? Ouais. Merci. Donc voilà, ça a été la principale. Enfin, en plus, disons que de s'imposer, enfin de vouloir développer tout ça en local, 100% français, en bio, ça respectait aussi toute l'éthique qu'on voulait. Donc au final, tout s'est combiné pour pouvoir faire ça, et la valeur ajoutée, c'est sur la bio. Une autre question peut-être? Ou intervention? Non, dans ce cas, je vais regagner ma place. Mais merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'avoir pris de votre temps pour nous partager votre vécu et ce qui fait aujourd'hui le cœur de votre métier et de votre vie aussi, de votre développement professionnel et personnel, on n'en doute pas. Vous pouvez, si vous le souhaitez, vous pouvez regagner vos places ou rester là, comme vous le souhaitez. En conclusion, donc, je vais laisser le président du Salon agricole de Bordeaux, Monsieur Gracier, conclure. Mais moi, j'aimerais donc remercier, vous remercier tous, d'abord d'avoir été là aujourd'hui, remercier les intervenants encore qui nous ont fait le plaisir d'être avec nous, remercier les équipes techniques et toutes les équipes qui ont fait que ce débat soit possible aujourd'hui et qu'il soit retransmis sur l'AgriWeb TV. Donc vous pouvez le retrouver en ligne à volonté. Et également, je remercie les équipes du lycée, de l'Agrocampus, les mairies de Sainte-Livrade et de Casseneuil. Et voilà. Et je vous laisse la parole, Monsieur Gracier, pour le mot de conclusion. Oui, merci de me donner la parole et bonjour à tous. Tous ceux que je n'ai pas vu se succéder à la tribune pour témoigner. Et merci au lycée de Sainte-Livrade pour son accueil. On a vu qu'il reste quelques arbres, mais ceux-là sont bien placés et ils sont très utiles aujourd'hui. Je crois que ce qui ressort des différents témoignages, c'est la passion exprimée par les uns et les autres, et l'espoir de renouveau, de changer les choses, et c'est innover. Mais avoir de bonnes idées, ça ne suffit pas. Et je pense que l'enseignement agricole a besoin de recruter, de donner envie à des jeunes et être un laboratoire d'idées pour imaginer l'avenir de l'agriculture. Alors j'en profite pour dire qu'il y a le camion de l'aventure du vivant qui sillonne la région en ce moment, qui doit recruter les futurs acteurs du monde agricole de demain. Il terminera son périple par le Salon de Bordeaux. Et sachez que l'agriculture a besoin de jeunes et a besoin de recruter. Mais enfin, l'enseignement agricole, donner envie, faire partager la passion, c'est quelque chose qui est primordial. La deuxième chose qu'on attend de l'enseignement agricole, c'est d'apprendre à apprendre. On n'est pas ici pour tout savoir en sortant, mais un jeune qui rentre dans l'enseignement agricole, comme dans beaucoup de formations, il a besoin de savoir apprendre rapidement les choses. Et vous avez vu que même des agriculteurs formés et quelque peu anciens continuent sur ce chantier de l'apprentissage de nouvelles productions pour réinventer leur modèle économique et réinventer l'avenir de l'agriculture. Donc, transformer une idée en savoir-faire, voilà, c'est ça que j'appelle apprendre à apprendre. Et ça, c'est une des missions de l'enseignement agricole qu'on connaît aujourd'hui.
tant pis si c'est le houblon ou si c'est une autre production. Mais apprendre à apprendre, transformer une idée en projet, passer d'un champ à une filière, voilà, il faut savoir s'entourer de bonnes personnes, des bonnes compétences, mais avoir cet état d'esprit d'ouverture. Donc, je terminerai en saluant la création avant le Covid, mais on a eu peu l'occasion d'en parler depuis le Covid, du REANA, le réseau d'enseignement agricole d'Aquitaine, qui est un partenaire du Salon d'agriculture de longue date. On avait des partenariats avec différents lycées. Aujourd'hui, un interlocuteur régional, c'est le REANA, et qui regroupe un peu et organise la participation des jeunes dans le salon, parce que le salon a besoin de jeunes dans tous les compartiments. Et le salon travaille depuis une quinzaine d'années avec des étudiants de Bordeaux Sciences Agro, des lycées, et les jeunes sont partie prenante de l'organisation, comme les jeunes doivent être partie prenante aujourd'hui de la communication de l'agriculture avec la société. Il n'y a rien de mieux qu'une parole d'agriculteur pour parler aux agriculteurs, qu'une parole d'un jeune étudiant pour parler à d'autres jeunes. On a besoin de recruter, on compte sur vous pour partager les expériences que vous avez et pour faire venir dans les métiers du vivant, partager votre passion, partager vos savoir-faire et surtout donner envie d'adapter l'agriculture et quelquefois de changer l'agriculture pour imaginer l'avenir. Voilà, l'agriculture, c'est vivant elle aussi, c'est un métier du vivant. Et je pense que la ferme que laissera un agriculteur ne ressemble plus du tout à la ferme qu'il a trouvée chez ses grands-parents ou chez ses parents. Et voilà, et c'est vous qui avez à faire à cette transformation de l'agriculture dans les années à venir. En tout cas, merci pour l'accueil, merci aussi pour la qualité des interventions. Et encore une fois, je réexprime la satisfaction de voir des jeunes qui vont parler à d'autres jeunes. C'est génial et continuez comme ça. On a besoin de s'ouvrir au reste de la société et surtout partager votre passion et donner envie. Ouais, donc merci Monsieur le Président. Donc, comme on l'a évoqué, ce débat fait partie d'un cycle de débats qui ont lieu cette semaine. Donc, il y en a eu un hier au lycée agricole de Bazas sur l'agroforesterie et l'élevage. Il y en aura un demain au lycée agricole de Limoges sur les circuits de proximité. Et vendredi, vous en retrouverez un sur le lycée de Blanquefort sur le bien vivre ensemble. Voilà. Et ensuite, il y aura d'autres événements sur le salon agricole de Bordeaux que vous pourrez retrouver à partir de ce week-end. Merci à tous.